Bonsoir Alain Madelin, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, président du fonds d'investissement La Tour Capital. Merci Jean-François Kahn d'être fidèle à BFM TV. Vous êtes écrivain, ancien journaliste, n'est-ce pas? Alors, on va parler d'abord... Lui est ancien homme politique. Et ancien homme politique, exactement. Et moi, je suis toujours journaliste et je suis très heureuse d'arbitrer ce duel, notamment qui va commencer par la bataille de la sécurité. Martine Aubry, qui fait un peu à la Ségolène Royal, qui va s'inviter à la bataille, à la visite de Claude Guéant à Marseille. C'est un bon coup médiatique ? Ah oui, c'est un coup médiatique. J'ai découvert avec un peu de stupeur. C'est pour bizarre. Ce que j'adore, Martine Aubry est très pince sans rire, parce qu'elle nous dit en même temps, le temps de l'agitation et de la communication, c'est fini. Oh, s'il y a bien une opération d'agite-propre, c'est celle-là, un peu distancée dans les sondages, elle fait parler d'elle, rien de tel que la sécurité. Pour tout vous dire, sur le fond, j'ai une sainte horreur, par principe, de l'instrumentalisation des faits divers, de l'instrumentalisation de l'immigration, de l'instrumentalisation de la question de la sécurité. C'est une question beaucoup trop sérieuse. Et aller chipoter face à Claude Guéant les chiffres de il manque 100 ou 150, en réalité, vraisemblablement, on a mis davantage de policiers sur le trottoir qu'il n'y en avait auparavant. Et ce qui compte, pour les gens qui regardent le dossier de façon un peu sérieuse, c'est la grande misère du budget de la justice. En matière de justice, le chaînon de la police fonctionne à peu près. Ce qui fonctionne mal derrière, c'est la justice. Et nous sommes quasiment à l'avant-dernier rang européen par rapport aux moyens que l'on donne à notre justice. Les décisions de justice ne sont pas exécutées et ça donne une grande panne dans la chaîne de la répression. Et donc sur la sécurité, écoutez avec moi Jean-François Kahn et vous allez réagir tout de suite. Martine Aubry, tout à l'heure donc à Marseille. Je voudrais dire qu'en matière de sécurité, la crédibilité a changé de camp. Elle est chez nous parce que nous faisons là où nous sommes élus. Elle est chez nous parce que pour nous, la sécurité est un droit fondamental. Moi, je suis pour la politique du résultat. Il faut arrêter ces coups d'éclat, ces coups de communication. Les Français n'en peuvent plus de toutes ces promesses non tenues. Moi, je le redis, je serai la présidente de la sécurité pour tous les Français. C'est crédible? Le PS, parti de la sécurité, on revient de loin quand même. Faut dire que tout ça est un peu farce. Parce que d'abord, M. Guéant arrive à Marseille. Il arrive à Marseille, il dit tout va très bien. C'est absolument formidable. La délinquance recule, enfin, la violence. Il a changé le préfet, c'est parce que ça n'allait pas bien. Mais justement, non mais attendez, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, voilà. Mais il dit la délinquance recule, c'est un succès. Sa phrase, c'est un succès. D'ailleurs, même à Marseille, moins 7%, c'est formidable. Youpi, c'est très bien. Et alors, pourquoi il change de préfet? Et pourquoi il dit on va ramener 160 policiers de plus? Et pourquoi il dit 2 régiments de CRS de plus? C'est absurde. Alors après, on se demande pourquoi les gens ont l'impression qu'on les prend pour des cons. Mais je veux dire, là franchement, ils disent, mais attendez, si ça va si bien, et pourquoi il vient? Pourquoi il dit ça? Ah oui, et le préfet qu'on vire. Non, c'est incroyable. Bon, en fait, c'est intéressant qu'il y ait les deux. Parce que les deux, finalement, quelque part, gèrent une erreur et reconnaissent leur erreur. Le premier, c'est Guéant. Bon. C'est vrai que c'est un fiasco, quelque part, la politique sécuritaire du début. C'est-à-dire cette politique qui consiste alors qu'il faut une police qui maille, il faut une police qui est ancrée au terrain, enracinée dans le terrain, qui vibre avec la population, qui connaît les gens, qui est reconnue, qui est respectée, etc. On a, pour des raisons idéologiques, viré la politique de proximité. On y est revenu, mais on l'a viré. Et on a remplacé par ces cohortes spectaculaires. On appelle la télé, venez, on arrive on fait du bruit, etc. C'est absurde. Et elle, c'est évident que le Parti socialiste, jusqu'à aujourd'hui, a complètement minimisé l'ampleur, l'importance, la profondeur du problème de sécurité, qu'il a réduit soit un problème social, ça joue là, la dimension sociale, mais on ne peut pas le réduire à un problème social, soit, alors ce qui était pire, un sentiment d'insécurité, comme si c'était pas une raison. Donc, si vous voulez, il y a deux erreurs. Et tant mieux, aujourd'hui, ils ont reconnu l'un et l'autre, l'un leur erreur, l'autre son fiasco. Oui, mais le fond de mon observation, c'est-à-dire, il y a la question de la sécurité et de la police, ok, mettre un peu plus de policiers au travail, redéployer les forces de police, etc. Chacun fait comme il peut, aussi bien qu'il peut, j'ai pas de commentaire à faire sur ça. C'est très important, finalement, il n'y a pas de grande J'ai tendance à dire que la question est en aval. Chaque fois que les socialistes, ou d'autres d'ailleurs, disent il y a quand même des causes sociales.
On dit « Ah, mais c'est la culture de l'excuse ». Bah non, c'est quand même vrai qu'il y a un moteur de l'intégration qui ne fonctionne pas. L'intégration par le travail, l'intégration par l'école, l'intégration par le logement. Il faut quand même regarder les causes, c'est objectif. Et d'autre part, je reviens sur la justice avec cet énorme problème qui est celui de la justice des mineurs. Qu'est-ce que l'on fait d'un mineur délinquant? Si vous ne le sanctionnez pas, c'est un peu la récompense. Et puis si vous abaissez la barrière d'entrée sur le marché de la délinquance, bah, les gens sont à pieds joints. Hein. Et si vous ne pouvez pas l'élever parce que vous n'allez quand même pas mettre des gamins qui ont fait des bêtises dans le système. C'était beaucoup dit quand même. On a fait baisser justement dans un système carcéral, dans un système les parents pour les fautes des enfants. Oui, on est d'accord. Dans un système carcéral qui n'est pas adapté aux enfants. On a besoin de centres carcéraux ouverts, semi-fermés. On a besoin d'un gros investissement dans le domaine de la justice, encore une fois. La police, ça fonctionne à peu près. Aubry fera pas mieux que Guéant et Guéant fera... Bon, la vraie question, c'est celui de la justice. Oui, mais alors, puisqu'on est d'accord, je vais aller jusqu'au bout. Il y a un point sur lequel je suis d'accord dans ce qu'il a dit au début. Et si on arrêtait, en effet, l'instrumentalisation politique du problème de sécurité? Ce qui veut dire, si on se mettait d'accord, puisqu'aujourd'hui on nous dit qu'il faut un consensus, pourquoi est-ce que la gauche et la droite, de temps en temps, ne sont pas capables de trouver les mêmes solutions? Ben, très bien. Pourquoi on ne décide pas que le ministre de l'Intérieur, ce n'est plus, si la gauche est au pouvoir, un militant socialiste, un militant UMP et sarkozyste, si l'UMP est au pouvoir, ce n'est plus un type qui fait de la politique en vérité sous prétexte de réserve l'État? Eh ben oui. Non, mais c'est pas une proposition. Que le ministère de l'Intérieur soit nommé hors des partis politiques dans le consensus de la droite et de la gauche. Finalement, il s'agit d'assurer la sécurité des citoyens. Il s'agit de combattre le crime. La gauche et la droite sont d'accord là-dessus. Je vois pas en quoi il y a un clivage là-dessus. Autrement, ils font de l'agitation, ce que vous dites. D'accord, c'est pas mal ça. Puisqu'on est au concours Lépine, des bonnes idées. Moi, j'en ai une autre plus pragmatique, parce que je crois quand même qu'il peut y avoir des oppositions. Mais c'est quelque chose qu'on pratique en Afrique, que je trouve très très bien. C'est dans des sujets un peu complexes comme ça, l'éducation, des sujets... des sages. Ouais, et on prend tous les anciens ministres de l'intérieur, de l'éducation ou ailleurs, et puis on travaille avec eux les solutions, et je trouve que s'il y avait un tel conseil pour des sujets comme ça qui sont très controversés, l'éducation, la police, ça pourrait être une belle avancée. Alors on va parler d'économie évidemment maintenant, les niches fiscales, la manière d'aborder cela justement par la gauche aussi. On va écouter tout de suite François Hollande, c'était à La Rochelle. Écoutez sa petite phrase, elle a suscité beaucoup de réactions et elle a fait rire la salle, mais elle a peut-être un petit peu rompu son image consensuelle jusqu'à présent, une image ciselée ces dernières semaines. Écoutez. Et voilà que nos riches protestent. Mais non, nous voulons payer davantage. Et pas simplement jusqu'en 2013. Mais qu'ils nous attendent. Nous arrivons. Ça vous a fait rire? Oui. De toute façon, il a beaucoup d'humour. Il faut quand même lui admettre ça. Hollande a beaucoup d'humour. Il avait un peu gommé son humour pour faire le candidat sérieux. Là, on retrouve le François Hollande. Il s'est laissé aller devant un parterre de socialistes. C'est normal. Il a besoin de gagner son élection, son investissement, sa primaire à gauche. Il fait plaisir à la salle. J'ai écouté Jérôme Cahuzac dans votre émission tout à l'heure. Qui n'était pas très content, mais qui était formidable, Jérôme Cahuzac, parce qu'il dit, écoutez, pour l'instant, il y a un programme commun à tout le monde applaudit le même programme. Et puis ensuite, celui qui serait désigné, alors il vous sortira son vrai programme. Ça, moi, j'attends le candidat avec son vrai programme. Voter le programme avant de savoir quel est le candidat, c'est quand même extraordinaire. Bon, surtout quand il y a une crise économique et qu'il y a certains problèmes quand même. On peut dire ça à tout le monde, ça. Oui, mais alors l'image de François Hollande et le discours justement de la gauche, crédible économiquement ou pas, est-ce que c'est ça qui va compter dans la primaire et après dans l'élection présidentielle? Je sais pas, mais il y a quand même un point, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Bien sûr. Je veux dire, est-ce qu'au fond, on peut être engagé, on est engagé l'un et l'autre, même si c'est pas dans le même sens, ou avoir quelquefois des opinions tranchées, être quand même objectif ou non partisan. Et même d'accord, c'est très bien. Et même d'accord, c'est intéressant. Par exemple, franchement, si vous prenez l'ensemble des indicateurs, le chômage, ça augmente, la croissance, ça baisse, le commerce extérieur, c'est une catastrophe, la dette, on va à 90%, la consommation, ça baisse. Ça va pas, quoi. Bon, ça va pas. Si on raisonne d'un point de vue partisan, vous imaginez le pouvoir. Attendez, monsieur, votre bilan. Attendez, regardez votre bilan. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qui va mieux qu'en 2007? Rien! C'est ce que disent les socialistes. Et entre nous, c'est ce que dirait l'UMP si c'était la gauche qui était au pouvoir. Ce serait terrible. Bon. Eh ben moi,
franchement, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse dire M. Sarkozy est responsable de l'ensemble de ces calamités. Voilà, je ne le pense pas. Simplement, qu'est-ce qu'on a menti ? Qu'est-ce qu'on a menti? On aurait dû dire aux Français, voilà la réalité, voilà la vérité. Ça a été, la crise est finie, la croissance est devant nous, le chômage, ça y est, ça va baisser. Les socialistes, ils mentiront pas? Ah non, mais j'en sais rien, moi, là, je constate, et rappelez-vous, le lendemain du sommet de Bruxelles, il y a 2 ans, un plan génial, ça y est, c'est historique, tout est réglé, c'est formidable. Donc au moins on peut dire ça, il n'est pas responsable, oui, je le dis, mais en revanche, on a rarement autant menti qu'on nous ment depuis 1 an et demi ou 2 ans. Oui, vous qui êtes ancien ministre de l'économie, vous savez, vous êtes d'accord. Ce qu'il y a d'intéressant dans la situation actuelle, c'est que tout le monde, hormis quelques farfelus, mais prend conscience du fait qu'on ne peut plus faire de la politique à crédit, comme on l'a fait si longtemps. Et les candidats sérieux, fussent-ils socialistes, même s'ils ne sont pas d'accord sur la règle d'or, disent qu'il faut revenir à la limitation des déficits, voire à l'équilibre budgétaire. Et ça, c'est une situation totalement nouvelle. Toutes les campagnes présidentielles se sont faites sur l'art de distribuer. Distribuer des faveurs, distribuer des allocations, distribuer... Longtemps, c'était facile parce que tout ce que l'on distribuait, on ne le payait pas. On distribuait des faux droits, on les payait en fausse monnaie grâce à la planche à billets. Et puis, depuis 37 ans, nous n'avons pas eu un budget en équilibre, on distribue des faveurs et on les fait payer la charge sur les générations futures. Les prêteurs se sont rebiffés, ce n'est plus possible. Donc c'est très important, ça veut dire que oui, cette campagne, elle va être différente, on ne va pas être là pour redistribuer, mais pour savoir comment on va économiser, oui, c'est ça? Un peu plus complexe. Fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme une entreprise en faillite. Vous êtes obligé de payer cash au cul du camion. Hein, et bien les hommes politiques, ils sont obligés de gouverner cash et de mettre l'argent en face de ce qu'ils distribuent. Alors vous avez la voie du Père Noël, c'est terminé. Il y a la voie Robin des Bois qui est très tentante. On va prendre aux riches pour donner aux pauvres. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Je crois que cette voie-là... Les riches, ils veulent déjà... Ils anticipent, ils sont prêts. Hein. Ce n'est pas à la mesure des problèmes. Personne n'a dit que c'était à la mesure. Ils disent que c'est un problème de justice. C'est une autre question. On ne peut pas en parler. C'est une autre question. Mais ce n'est pas la mesure. Vous avez la solution un peu père Fouettard. C'est-à-dire, on vous a distribué des affaires. Maintenant, c'est le moment non plus de donner, mais de reprendre. Et les gens n'ont pas envie de se serrer la ceinture quand même trop. Et puis, vous avez une solution qui, hélas, n'est pas assez dans le débat politique. Celle que j'aimerais glisser dans le débat politique, c'est celle qu'on suggère aux Grecs qui sont en difficulté. On dit vous avez besoin de croissance. Ben, vous n'êtes pas assez compétitif. C'est vrai pour la Grèce. C'est aussi un peu vrai pour la France. Donc il vous faut davantage de liberté, davantage de concurrence. Et plus vous mettrez de liberté, plus de concurrence, moins on sera obligé de se redresser, se serrer la ceinture. Je ne dis pas que tout est faux dans ce que vous dites. Il y a des choses tout à fait justes. C'est un peu idéologique. Le mot de la quand même. fin. Il y a un peu idéologique. Mais puisque je parlais de mensonges, il y en a. Puisque je parlais de mensonges, il y en a quand même un mensonge. C'est quand on dit on reviendra à un déficit de 3% en 2013. Ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et si par hasard, on disait, il faut absolument que ça soit vrai, donc on fera tout ce qu'il faut pour revenir à 3%, ça aura des conséquences absolument catastrophiques. Et puisque vous parlez de la Grèce, vous savez quel est le dernier chiffre qui est tombé en Grèce? Compte tenu de ce qu'on leur a imposé, eh bien, le recul de la croissance est de 5%. De 5%. C'est-à-dire qu'il faut il faudra revenir aux 3%, et en tout cas, il faudra annoncer quelques... On peut discuter la politique, oui, c'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Se serrer un peu moins la ceinture, se retrousser un peu plus les manches. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mais il faudra être crédible. On va se retrouver, on va continuer à en parler. Merci beaucoup, c'est le 20h. Tout de suite, Dana Marshall, bien sûr, qui va revenir sur ce chassé-croisé de Marseille, notamment, et la situation en Libye.